Bonjour, vous êtes toujours sur parcoursdentrepreneur.com, votre émission qui est diffusée à la radio afrocréole.com. Ma prochaine invitée, Madame Isabelle Pelletier, est agente de brevet à la société Goudreau Gage Dubuc. Bonjour Isabelle. Bonjour Constantin, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien. Mais écoute, bienvenue à l'émission Parcours d'entrepreneur. C'est un plaisir d'être ici avec toi. Le plaisir est vraiment partagé. Et tu sais que la règle de l'émission Parcours d'entrepreneur veut que l'invité se présente. Alors, Isabelle, c'est quoi ton parcours? Alors, j'ai étudié à l'Université Laval à Québec Oui. en chimie. J'ai fait tous mes études là-bas et peut-être une chose surprenante, Oui. j'ai fini mon doctorat là-bas à l'âge de 28 ans environ Wow. et je n'avais jamais entendu parler de brevet ni de propriété intellectuelle, ce qui est pourtant ma carrière maintenant. Alors, ce qui est arrivé entre les deux, je suis allée faire un post-doctorat aux Oui. États-Unis et dans une université et j'ai découvert que les Américains étaient beaucoup plus conscientisés à la propriété intellectuelle que nous, les Québécois. Pourquoi? Euh, C'est dû à quoi cette conscientisation-là, d'être plus portée au brevet? Écoute, c'est peut-être une question de mentalité, peut-être une culture entrepreneuriale encore plus développée que le Québec. Les universités aussi qui ont peut-être un peu plus d'argent pour profiter des outils de propriété intellectuelle comme les brevets. Et j'étais aussi dans un département où il y avait beaucoup de professeurs qui venaient de l'industrie. Ah. Et l'industrie, traditionnellement, est beaucoup plus allumée au niveau de la propriété intellectuelle que l'académie. Alors oui, c'est pour ça. Donc, je pense que c'était plus présent, la propriété intellectuelle, quand j'étais là-bas. Et donc, j'ai suivi un cours là-bas qui s'est organisé sur la propriété intellectuelle et j'ai eu la piqûre. Alors, quand je suis revenue au Québec par la suite et qu'il y avait un poste d'ouvert chez Goudreau Gage Dubuc, j'ai décidé d'appliquer. Et bien, je l'ai eu. Et c'était fini la chimie? Non, au contraire, parce qu'il y a beaucoup de brevets dans le domaine de la chimie. Alors, en fait, je fais de la chimie à tous les jours. C'est bien ça. Ouais. C'est une caractéristique intéressante de ma profession qu'on mélange vraiment deux domaines. Que ce soit mes collègues ingénieurs, biochimistes, biologistes, etc., ou moi, la chimiste, on doit tous aussi avoir des notions de droit. Ah, OK. Et donc, plusieurs de mes collègues sont même avocats. Donc, on a ces deux parcours. C'est un domaine qui est excitant pour ça. Oui. Donc, on est multidisciplinaire. C'est un domaine vraiment riche. Tu touches à l'administratif, au juridique, etc. Mais comment arrives-tu justement à naviguer entre ces différents domaines là? Tu es chimiste, tu touches à tout ce qui touche à la propriété, tu regardes un peu ce qui se passe au droit. Ça doit pas être facile, ça, à gérer. Non, c'est pas très facile. Mais on apprend. C'est-à-dire, on commence. Il n'y a pas de cours pour devenir agent de brevet ou travailler en propriété intellectuelle. On apprend. Il faut vraiment avoir un emploi dans un bureau. Et là, on commence par les domaines simples et tranquillement, on apprend le droit. Et en l'appliquant, et on l'étudie, particulièrement dans le domaine des brevets, aussi dans le domaine des marques de commerce, qui est un autre domaine de la propriété intellectuelle, on doit passer des examens. Wow. Tout comme les comptables doivent passer les examens, les avocats doivent passer le barreau, les agents de brevet doivent passer leurs examens aussi. Alors, après quelques années de travail, on essaie de passer les examens. Et à ce moment-là, il faut avoir acquis, évidemment, toutes les notions de droit qu'on a besoin. Donc, c'est un processus, finalement, qui est assez long, d'apprentissage sur le tas, comme on peut dire, mais qui se fait bien dans une... Donc, on est engagé avec l'entente, l'attente de nous qu'on va apprendre. On ne s'attend pas à ce qu'on connaisse tout ça le premier jour en commençant. Et ça nous permet d'évoluer là-dedans. Et assez vite, on voit, dans le fond, si on aime ça ou si on n'aime pas ça, parce qu'il faut quand même acquérir plusieurs concepts de droit. Tout à fait. Acquérir des réflexes. Donc, c'est pas tout ce que je pense que je dois mettre par écrit, peut-être. Des choses que je veux plutôt dire à mon client de vive voix, par exemple. Des choses comme ça. Mais
tu as un parcours vraiment extraordinaire. Tu as fait un doctorat, tu travailles dans le brevet. Euh, Est-ce que tu as rencontré à un moment donné des difficultés et si oui, comment as-tu fait pour passer au travers hein, dans ce long parcours hein? Je pense que la plus Ouais. grande Mm. difficulté, et c'est quelque chose qui est partagé par tous les agents de brevet qui ont Ouais. peut-être fait un doctorat Mm. avant de rentrer dans un bureau d'agent de brevet, Mm. c'est de s'habituer à travailler avec certaines conditions de temps. Ok. Donc, on a tant de temps pour travailler sur un dossier. Ah. Et on doit faire le travail dans ce temps-là, on doit bien Mm. le faire, etc. Alors Mm. que quand on est au doctorat, on a tout le temps qu'on veut pour Mm. faire nos expériences puis Mhm. mener à bien le projet. On parle en termes d'années. Exact. Ouais. Dans un bureau d'avocat, on parle en termes d'heures parce Mm. qu'on a certains budgets pour faire le travail que Ouais. le client nous demande de faire. Mm. Alors, c'est une très grosse adaptation de changer de modèle de pensée Ouais. où on part du doctorat et on veut fouiller dans tous les petits détails Mhm. à aller à une pensée qui est plus, qui est dirigée dans le fond vers un résultat. Donc, Ouais. qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce résultat Mhm. et abandonner les détails insignifiants Mhm. sur le côté finalement et se concentrer sur ce qui est le plus important. Ouais. Donc, ça, sincèrement, c'est peut-être l'un des plus gros obstacles à Tout à fait. franchir. Mhm. Un autre obstacle, peut-être que tous les scientifiques sont comme moi, ou peut-être pas, mais c'est pas nécessairement facile de sortir et de rencontrer des gens. Mais c'est ce qu'on doit faire parce que, évidemment, on arrive à un niveau où on doit développer une clientèle, Ouais. on doit se faire connaître, on doit Mhm. établir sa réputation. Mhm. Donc, on doit sortir. Mhm. Et c'est pas tout le monde qui est nécessairement confortable avec ça non plus. Ouais. Alors, c'est un autre challenge aussi Mhm. que chacun de mes collègues et moi, dans le fond, on relève de manière différente, selon Le nos profil. capacités, Ouais. nos profils, Mhm. etc., nos goûts. On finit par trouver la recette qui convient à chacun. Mhm. Ah, c'est excellent ça. Alors, tu travailles depuis 11 ans à Goudreau Gage du Buc. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de la société pour laquelle tu travailles? Que faites-vous concrètement? Hein? Oui, alors on est un bureau d'avocats, Ok. finalement. Mhm. On est spécialisé qu'en propriété intellectuelle, Mhm. qu'on va définir tout Tout à à l'heure, l'heure. oui. Mhm. Donc, on est environ une cinquantaine de personnes. Ah. On existe depuis 50 ans. C'est notre 50e anniversaire cette année. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. De rien. Et donc, on fait que la propriété intellectuelle, dessin industriel, marque de commerce, brevet, droit d'auteur, etc. On est un cabinet boutique, c'est-à-dire que, contrairement aux grands bureaux de ce monde qui vont faire toutes les branches du droit, nous, on est hyper spécialisé en un domaine. Et on est formé d'environ 15 professionnels. La moitié ayant des doctorats, l'autre moitié ayant souvent une formation technique moindre, mais étant par ailleurs aussi des avocats. Les avocats. Et une certaine partie qui ne sont qu'avocats. Donc, les agents de marque de commerce, par exemple, nos avocats en litige n'ont pas vraiment besoin d'expertise technique, fait qu'on a aussi ce côté-là. Ah, c'est bien, ça c'est une équipe vraiment diversifiée. Oui, alors autant des gens très poussés en sciences que des gens qui sont avocats ou donc qui sont très poussés dans le droit, finalement. Ouais. Ah, c'est super ça. Alors, on va passer à la seconde partie de notre discussion. Hein. La propriété intellectuelle. C'est un terme qui, des fois, qui fait peur. Quand on dit propriété intellectuelle, ça, pour nous, les profanes, j'allais dire, les non-spécialistes. Mais ça veut dire quoi, la propriété intellectuelle? Et pourquoi c'est aussi important pour les gens qui sont en affaires? Alors, la propriété intellectuelle, une manière simple de concevoir ça, c'est se dire que c'est de posséder nos propres idées, de les protéger pour pas qu'une autre personne se les approprie. Et selon la forme de l'idée, on va avoir différents types de propriété intellectuelle. Mais derrière toutes ces différentes formes de propriété intellectuelle, c'est toujours le même but. C'est-à-dire que si je mets du temps, de l'argent et des efforts à développer une idée, je veux que cette idée me reste. En tant qu'entrepreneur, par exemple, je ne veux pas que mes compétiteurs partent avec mon idée et fassent de l'argent avec
et me fasse compétition, alors que c'est moi qui ai investi temps et argent pour développer l'idée en question. Exact, oui. Donc, propriété intellectuelle, avoir la propriété des produits de mon intellect, de mes idées. Et donc, c'est important parce que si on fait de l'innovation, de la recherche et développement ou des efforts de publicité, on se bâtit une réputation, etc. en termes d'entreprise, eh bien, on veut, dans le fond, avoir un retour sur notre investissement. Exactement. Et ce retour-là, la propriété intellectuelle, je ne dirais pas qu'elle nous l'assure, mais elle le facilite. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour les entrepreneurs. OK. Est-ce que tu voudrais peut-être que je te parle des différentes Oui, formes? Oui, exactement. C'était la suivante question. Oui. Alors, la question suivante. Alors, il y a plusieurs types de propriété intellectuelle. Oui. Je vais t'en mentionner 4, okay. les plus communs. Alors, il y a les marques de commerce, les droits d'auteur, okay. les dessins industriels et puis les brevets. Alors, si je commence avec le premier, par exemple, les marques de commerce, tout le monde connaît ça. Une marque de commerce, ça peut être un logo, un nom d'entreprise, un nom de produit, ça peut être un slogan. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'identifier un produit ou une entreprise. Alors, on le dit, dans le langage courant aussi, on va dire « Ah, mais cette télé-là, c'est un téléviseur de marque Sony, par exemple. » Par exemple, oui. Ou Toshiba, ou un autre. Donc, le concept de marque, tout le monde le connaît sans nécessairement se rendre compte qu'ils connaissent. Pourquoi c'est important, une marque pour une entreprise? Mais tout simplement parce que ça identifie ses produits ou ses services, ça le distingue de celui du compétiteur. Donc, si on revient à ma télévision, bon, ben, la télé Sony, je ne vais pas la confondre avec une télé Toshiba, parce que la marque est différente. Et si, par exemple, dis-moi, Constantin, imagine-toi que tu veux acheter un micro-ondes. Tu as besoin d'un micro-ondes et tu vas au magasin. Et tu regardes, tu vois 2 modèles qui te plaisent, qui ont les différentes caractéristiques techniques que tu recherches, qui ont aussi une allure qui te convient. Et donc, un des 2 micro-ondes, four micro-ondes, est d'une marque que tu connais, et l'autre est d'une marque que tu ne connais pas. Les 2 fours sont au même prix. Lequel tu vas acheter? Mon instinct va me conduire à la marque que je connais. Parce que cette marque-là a pour toi un certain poids, exactement. Une certaine valeur. Si tu connais la marque, à moins que tu l'identifies avec une mauvaise réputation, parce que tu dis que c'est une mauvaise marque, ces produits-là ne sont pas bons, mais si tu l'identifies avec une bonne qualité, tu dis non, j'ai déjà eu un micro-ondes ou un autre appareil de cette marque-là et ça fonctionnait très bien, tu vas aller vers la marque. Exact. Et dis-moi, si le micro-ondes de cette marque-là est, par exemple, 10 $ de plus que l'autre, donc plutôt que payer 150 $ pour le micro-ondes de la marque que tu ne connais pas, est-ce que tu accepterais de payer, disons, 160 $ pour le micro-ondes de marque que tu connais? Ben, si la marque que je connais a une très bonne notoriété, je pourrais mettre un peu plus d'argent pour l'avoir. Parce que c'est un gage de sécurité pour moi. Un gage de sécurité, tu te fies sur la réputation qu'il y a derrière cette marque-là. Et tu es un humain tout à fait normal par rapport à ça. On fait tout ça. Et donc, il faut se rendre compte que dans mon exemple, il se peut très bien que les 2 micro-ondes soient d'exacte même qualité. Exactement. Il se peut très bien même que le micro-ondes de la marque que tu ne connais pas est de meilleure qualité. Par exemple. Mais tu es prêt à payer plus cher, même pour le micro-ondes de la marque que tu connais. Donc, c'est le pouvoir de la marque pour une entreprise, c'est ça. C'est une manière de véhiculer notre identité et derrière ça, notre réputation. Si on a des produits, un nom, une réputation que les gens recherchent, mais notre logo, notre nom d'entreprise va véhiculer ça. Exact, oui. Et c'est pour ça donc, que les entreprises font de la publicité, se font connaître, établissent leur marque sur le marché. Le but de toute publicité, c'est juste ça, de faire connaître une marque, de l'identifier avec un mode de vie, une qualité, une réputation, etc., pour que les gens achètent cette marque-là plutôt qu'une autre. Plutôt qu'une autre, oui. Alors... Ça, c'était pour la marque de commerce. Oui. Et donc, alors, est-ce qu'il y a des, comment je peux dire ça là? Il y a des types, des petites choses que
nos éditeurs devraient prendre en considération justement pour réussir leur marque de commerce? Le critère le plus important serait de choisir une marque de commerce qui est distinctive. Donc, qui ne ressemble pas à d'autres marques de commerce dans le même domaine. Ça a beaucoup d'avantages. Donc, on se distingue mieux de nos compétiteurs, évidemment, mais quand on va vouloir enregistrer la marque avec le gouvernement, ça va être aussi plus facile que si la marque existe déjà ou si elle peut avoir de la confusion avec une marque déjà existante. Et quand on parle d'enregistrement, bien souvent, je vois des gens, ils me vendent des nouveaux produits, présentent leur nouvelle entreprise. Je leur dis, avez-vous enregistré votre marque? Avez-vous enregistré votre nom? Puis là, ils me disent, non, mais je ne sais pas si c'est le temps, je ne suis pas sûre, qu'est-ce que ça me donne? Puis là, je leur dis, écoute, tant que ta réputation n'est pas tellement établie, recherchée, peut-être que tu gagnes peu à ne pas à enregistrer ta marque. Mais le jour que ta réputation va être assez bonne, puis tes produits vont être suffisamment recherchés pour qu'un compétiteur ait le goût de mettre ton nom à toi sur ses boîtes, là, c'est le moment où tu vas te dire, ça vaut peut-être la peine de protéger ma marque de commerce. Exactement. Ouais. Donc, parce que le but de la protection par marque de commerce, enregistrée avec le gouvernement, c'est ça. C'est d'avoir un outil pour se battre si ce genre de situation-là arrive. Et je parle ici de se battre, il ne faut pas toujours s'imaginer déjà devant le juge. Le juge, oui. 95% de tous les litiges en marque de commerce ou en propriété intellectuelle en général se résout par de la négociation. Donc, c'est-à-dire, on écrit à la partie adverse, ceci est ma marque de commerce, elle m'appartient, veuillez la retirer de vos boîtes. Donc, beaucoup de négociations. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va demander une marque de commerce pour qu'on ne sera pas capable de l'utiliser parce qu'on n'a pas les moyens d'aller en cours. Ce n'est pas vraiment ça. Une autre chose à vérifier, à tenir en compte pour les entrepreneurs, avant de choisir sa marque, c'est de s'assurer qu'elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lave-vitre sur le marché de la marque que je pense prendre pour mon lave-vitre à moi, que par ailleurs, il n'y en a pas une qui est enregistrée. Ma marque de commerce est peut-être déjà quand même enregistrée au nom de quelqu'un d'autre. Exactement. Ouais. Donc, il y a des bases de données qu'on peut vérifier pour ça. Non, parce que ce qu'on ne veut pas qui arrive, c'est qu'on lance notre produit. Tu sais les genres de dépenses que ça implique. Lancer un produit, faire l'emballage, faire la publicité, etc. Lancer le produit pour se rendre compte ensuite qu'on reçoit une mise en demeure qui nous dit c'est notre marque de commerce, veuillez ne pas l'utiliser. Et si on décide de respecter ça, bien là, on change notre site web, on change notre nom, on change nos emballages, on retire nos produits du marché, on les relance. Une énorme perte d'argent pour n'importe quelle entreprise. Exact. Oui. Et donc tout ça, vous, ici, dans votre cabinet, vous accompagnez les entrepreneurs à se prémunir justement de ces risques-là. Exactement. Donc, autant au niveau, si vous êtes en train de choisir une marque, vous voulez vérifier que vous n'aurez pas de problème. Si vous voulez enregistrer une marque, ou si vous ne l'avez pas enregistrée, là, vous avez des problèmes, quelqu'un vous copie, on peut aider à toutes les étapes, selon tous les aspects de la propriété intellectuelle. Ah, c'est vraiment super, ça. Alors, tu nous as dit qu'il y avait 4 éléments à prendre en ligne de compte dans la propriété intellectuelle. À moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter par rapport à la marque de commerce. Non, je pense que c'est bien. Tu as parlé aussi du dessin, du droit d'auteur, et puis les brevets, on verra les brevets en 4e partie. Est-ce que tu peux nous parler aussi des dessins industriels? Déjà, quand on dit dessin industriel, c'est quoi et pourquoi est-ce que c'est important justement de travailler dans ce sens-là? Alors, c'est vrai que dessin industriel, ça l'évoque pas grand-chose pour nous, pour le commun des mortels. Quand on le dit en anglais, ça évoque beaucoup plus. C'est beaucoup plus évocateur, c'est design. Alors, le dessin industriel, ça protège le design, le look, l'apparence, l'esthétique d'un objet. Alors, si vous êtes un entrepreneur qui travaille à développer des objets avec une certaine apparence esthétique. Par exemple, vous faites des chaises et vous avez développé une chaise qui a un très beau design, un très beau look et qui n'existait pas avant. Vous pourriez vouloir protéger ce design-là pour pas
que vos compétiteurs le copient. Des exemples spécifiques de design pour qu'on voit vraiment c'est quoi. Pensez à la coccinelle de Volkswagen. C'est une voiture comme une autre au niveau du moteur, les roues et le volant. Exactement. Mais ça a un design, un look très particulier. D'autres exemples, la bouteille de Coca-Cola, la bouteille classique qui avec ses lignes et sa forme un peu ensablée. Ferrari. La Ferrari, le iPhone, qu'on reconnaît comme ça parce qu'il y a vraiment un look spécial. On peut voir des bouteilles de parfum, des fois, qui ont des looks très particuliers, des bouteilles de vin aussi qui sont particulières. Donc, on parle vraiment, quand on a un aspect esthétique qui est important au produit, qu'on ne veut pas qu'il soit copié. Parce que, finalement, l'aspect esthétique va devenir synonyme avec la provenance du produit aussi. Alors, on peut le protéger par dessin industriel. Et donc, les mêmes concepts qu'on a parlé pour les marques de commerce s'appliquent. C'est-à-dire que ce qu'on veut pas, ce qu'on veut éviter en enregistrant un dessin industriel, c'est qu'il soit copié par quelqu'un d'autre. Exactement. Si nous, on a mis 1 an à peaufiner un design, on y a investi temps et argent, on ne veut pas que n'importe qui puisse arriver et copier notre design par la suite. Alors, c'est important ici de noter que contrairement à la marque de commerce, il n'y a pas de droit qui se crée automatiquement par rapport à un dessin industriel. Si on ne l'a pas enregistré, jamais on ne pourra aller voir un juge et se dire « ça m'appartient, j'étais le premier à l'avoir fait ». La raison, l'excuse « j'étais le premier à l'avoir fait » n'a aucun poids légal. Il faut demander un dessin industriel, faire enregistrer son dessin pour avoir une protection vis-à-vis de la loi. Alors que pour les marques de commerce, le fait qu'on l'ait utilisé crée un certain droit. Donc, c'est une distinction qui est très importante parce que c'est un mythe. Autant les gens qui inventent des choses qui peuvent être protégées par brevet que les gens qui ont développé un produit avec une esthétique spécifique ont tendance à croire que puisqu'ils sont le premier, il y a un droit qui se crée par rapport à ça. Selon nos lois, il n'y en a pas. Le droit qu'on a, c'est de demander un dessin industriel. D'où l'important de vous contacter, de demander conseil, d'être informé à ce sujet-là, quoi, pour éviter des belles surprises. Oui, exactement. C'est intéressant. Alors, il y a le droit d'auteur, finalement. Le droit d'auteur, c'en est une autre. C'est un autre type de propriété intellectuelle qui va être facile à reconnaître pour les auditeurs. On en entend parler. Donc, le droit d'auteur couvre les œuvres littéraires, les œuvres artistiques, visuelles, etc. Et aussi les logiciels. Alors, la raison pour laquelle on ne devrait pas télécharger de musique gratuitement sur Internet, c'est à cause des droits d'auteur des artistes. La même raison qui fait qu'on ne devrait pas copier un livre ou copier un film ou copier un autre type de propriété, d'œuvre. Alors, le droit d'auteur, on peut l'enregistrer. Ça a des avantages, mais c'est comme la marque de commerce, il y a certains droits qui se créent juste d'avoir créé une œuvre. Mais néanmoins, si jamais il y avait un litige, notre vie est beaucoup plus facilitée si on avait enregistré notre droit d'auteur. Alors, si, par exemple, vous êtes une entreprise qui faisait des livres, vous avez un site web où vous faites des documents de formation que vous voulez vendre, si votre produit est une œuvre littéraire ou une vidéo, ou vous êtes photographe, vous allez avoir à jouer avec les droits d'auteur et à ce moment-là, il serait indiqué d'aller voir vraiment un spécialiste juste pour voir, bon, mais comment je gère la propriété intellectuelle. Je suis photographe. Est-ce que je donne les droits d'auteur aux gens qui ont payé les photos? Est-ce que je les retiens? Quelqu'un aussi qui va faire du développement logiciel. Donc, vous êtes à contrat et vous faites des sites web pour des entreprises. Ou vous faites du design, tout simplement. Vous faites des designs visuels, vous êtes des affiches, etc. Il va toujours y avoir des questions de propriété intellectuelle qui vont se glisser dans les contrats que vous allez avoir. Et ma recommandation peut-être là-dessus, c'est de discuter au départ avoir un conseiller qui vous permet de bien comprendre les différentes problématiques qui s'adressent à votre situation et puis d'élaborer peut-être des contrats types. Juste d'avoir
une certaine, en anglais on dit awareness, une certaine conscience de des problématiques qui sont là, puis de les adresser et non pas d'agir sur le pilote automatique, puis de le regretter plus tard, finalement. Ça, vous le faites aussi ici? Oui. Okay. Oui, donc nous, on fait toutes les formes de propriété intellectuelle. Alors, toutes celles que j'ai nommées et quelques autres que je n'ai pas nommées qui sont moins communes. Moins communes, OK. Et donc, toi, tu te spécialises, pardonne-moi, dans les brevets. Les brevets, ça, c'est ta spécialité à toi. Oui. Ah, oui. Et on va en parler justement des brevets. D'abord, c'est quoi un brevet? Lorsqu'on dit brevet, c'est quoi le brevet? Alors, notre dernière forme de propriété intellectuelle, le brevet. La quatrième. La quatrième aujourd'hui. Alors, le brevet, c'est une forme de propriété intellectuelle qui couvre les inventions. Une invention étant un produit ou une méthode qui est nouvelle et inventive, donc qui n'existait pas avant et qui n'est pas évident, qui était inventif par rapport à ce qui existait avant. Donc, il faut avoir une petite étincelle de génie. Donc, si vous inventez un nouveau mécanisme de stylo, vous inventez une nouvelle méthode de faire, de produire un produit, puis la nouvelle méthode va plus rapidement, par exemple, et c'était pas facile d'y arriver, c'était pas évident d'y arriver. Tout nouveau produit qui découle pas de ce qui existe déjà peut être protégé par brevet. Donc, si, par exemple, je développe un nouveau moteur, parce qu'on parlait de la Volkswagen. Donc, la Volkswagen, le design, le look est protégé par un dessin industriel, mais s'il y avait un nouveau moteur dedans, il y a pour avoir un brevet sur le moteur, ou que ce soit les essuie-glaces, qui est fait d'une certaine manière, qui les rend plus performants, etc. Donc, quand on parle de brevet par rapport au dessin industriel, le dessin s'arrêtait à l'apparence, le brevet va dans le fonctionnement. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Et si ça, ce que c'est et comment ça fonctionne, c'est nouveau et inventif, on peut aller demander un brevet. Alors, comme les dessins industriels, le fait d'avoir inventé quelque chose en premier ne nous donne pas des droits. Alors, il faut absolument enregistrer notre brevet pour pouvoir jouir de ces droits-là. Jouir de ces droits de propriété intellectuelle-là, donc empêcher les compétiteurs, par exemple, de lancer un produit identique ou similaire sur le marché. Pour faire ça, on rencontre un agent de brevet comme moi. Et la première étape, c'est de me faire comprendre c'est quoi votre invention. Évidemment, je dois comprendre c'est quoi. Et ensuite, on dépose une demande de brevet. Une demande de brevet, c'est un document qui décrit en détail qu'est-ce que c'est l'invention. Ça peut, si l'invention s'y prête, il va y avoir des plans, par exemple, des dessins. On va avoir des descriptions. Donc, c'est un document qui fait quand même au moins 1 ou 2 dizaines de pages et ça peut aller beaucoup plus long que ça selon la complexité de la technologie. Et on va demander ensuite l'enregistrement du brevet. Tout comme les autres formes de propriété intellectuelle, ça fonctionne par pays. C'est-à-dire, si on fait affaire dans plusieurs pays, on va vouloir enregistrer notre brevet, notre marque de commerce, notre dessin dans plusieurs pays. Et si on fait affaire qu'au Canada, on enregistre qu'au Canada. Donc, les frais sont moindres. D'où l'importance de discuter avec son conseiller en propriété intellectuelle. Quels sont nos objectifs d'affaires? Quels sont nos objectifs de développement? Tout à fait. Si on est en train de négocier un partenariat avec quelqu'un en Europe, par exemple, on veut le dire parce qu'on va aller chercher à ce moment-là de protection en Europe, parce qu'on sait qu'on s'en va vers ça. Donc, c'est toujours excessivement important de discuter des objectifs d'affaires de votre entreprise avec votre conseiller. Comme ça, le conseiller va vous dire, mais qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que vous devriez considérer. Alors, pour le Canada, on dépose nos demandes d'enregistrement à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui est une branche du gouvernement canadien, située à Ottawa. Et on passe ensuite en processus d'examen. Et c'est le même, je parle de ça pour les brevets, mais c'est le même processus pour les marques, à des détails près, là, mais généralement, même processus pour les marques de commerce, pour les dessins industriels. Donc, on dépose une demande et on tombe en examen. Donc, il y a quelqu'un au bureau des brevets qui va regarder si notre invention ou notre dessin ou notre marque rencontre les critères qu'elle doit rencontrer. Ça prend combien de temps à peu près, une fois qu'on entre la date de dépôt et
la date de réception de la première réponse, par exemple? Est-ce que ça prend combien de temps en moyenne? Ça va dépendre un peu si on parle d'une marque ou d'un brevet ou d'un dessin, mais on peut penser au moins plusieurs mois. Plusieurs mois, oui. Il y a des moyens d'accélérer ou de retarder les choses, tout dépendant encore de nos objectifs d'affaires. Ça peut être intéressant de faire l'un ou faire l'autre. Oui. Alors, le processus au total, si je parle des brevets, on pense au moins qu'on va attendre 1 an avant d'avoir une première lettre du bureau des brevets. Mais on peut, comme je vous dis, ne pas demander l'examen tout de suite, attendre jusqu'à 5 ans avant de demander l'examen. Pourquoi on ferait ça? Bien, c'est si on est juste en étape de démarrage de l'entreprise, peut-être que notre fonds de roulement n'est pas très élevé et on veut attendre avant de dépenser des sous pour lors de l'examen de la demande de brevet. Donc, on va retarder l'examen à ce moment-là. Parce que tant qu'on n'a pas de compétiteur sur le marché qui est en train de nous copier, on peut se permettre d'attendre. Si au contraire, vous m'arrivez, vous me dites, j'ai un compétiteur je viens de me rendre compte que quelqu'un me copie, on peut accélérer les choses à ce moment-là. Donc, on va vraiment, vraiment toujours s'adapter aux circonstances de l'entrepreneur. Qu'est-ce qui arrive dans sa vie? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi son budget? Et on va suggérer, en tant que conseiller en pays, les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs que notre client s'est fixés. Donc, on dépose la demande de brevet, il y a un examen et il y a une décision. Évidemment, il y a un élément d'incertitude. On pourrait se faire refuser notre brevet, notre dessin, notre marque de commerce, si on ne rencontre pas les critères qui doivent être rencontrés. Et donc, c'est un service, évidemment, qu'on offre avant, de vous donner une opinion, à savoir est-ce que votre invention, on pense qu'elle mérite un brevet ou pas, si votre dessin industriel, on pense qu'il va avoir un enregistrement ou pas, et si la marque, si elle est trop similaire à quelque chose qui existe déjà, bon, ben, vous pourriez être refusé. Alors, donc, on peut savoir ça avant et, dans le fond, mettre toutes les chances de notre côté. Bien sûr. Et donc, limiter les mauvaises surprises lors de l'examen. Donc, si tout va bien au niveau de l'examen, souvent, on va avoir un va-et-vient avec le bureau des brevets, une sorte de négociation. Peut-être qu'on essaie d'avoir une protection qui est très large dans notre brevet et qu'on va avoir seulement moins large que ce qu'on aurait aimé. Ça existe, ça se peut, c'est normal, ça fait partie de l'évolution des choses en brevet. Et donc, on a une décision et on finit par avoir un brevet. On peut penser que le processus au complet prend quelques années, 2 ou 3 ans. Mais vaut mieux consacrer 2-3 ans à protéger son invention que d'avoir à courir 10 ans derrière quelqu'un qui aurait copié l'invention, quoi. Exactement. Et c'est surtout que dans le cas des brevets, si on n'a pas demandé de brevet, on ne peut pas faire grand-chose contre quelqu'un qui copie notre invention. Comme je disais, juste le fait que c'est vous qui avez inventé, ou vous étiez le premier à l'avoir pensé, ne vous crée pas de droit au niveau canadien, au niveau de notre loi. Le droit que vous avez, c'est de demander un brevet pour votre invention. Si vous ne le prenez pas, vous êtes en train tout simplement de donner votre invention au public et de dire à tout le monde, vous pouvez me copier si vous voulez. Alors, je pense que l'importance du brevet pour les entrepreneurs innovants, donc ceux qui développent nouveaux produits, nouvelles méthodes de faire des choses, nouveaux procédés, elle est claire. Ce que je verrais, c'est même si parfois les temps de vie sont courts pour un produit. Parce que là, je viens de dire, ça prend 2-3 ans à avoir un brevet. Quelqu'un peut me dire, ouais, mais la durée de vie de mon produit, dans le fond, c'est 2 ans. Dans 2 ans, il va être désuet. Oui, je suis d'accord avec vous que ça a l'air contradictoire, mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de prendre un brevet. Parce que, bon, il faut dire qu'on doit garder notre invention secrète jusqu'à ce qu'on dépose notre demande de brevet. Une fois que la demande est déposée, on a ce qu'on appelle là, ce que la personne de la rue là, connaît comme étant un patent pending. Tu as vu ça déjà, Constantin, sur des produits patent pending. Patent pending, oui, je pense que oui. De noter à certains endroits. Ça veut dire qu'il y a une demande
de brevet de déposer, oui. mais il n'est pas encore émis le brevet. Mais il y a une demande de déposer. La raison pour laquelle les gens mettent ça sur leurs produits, c'est pour dire à leurs compétiteurs, j'ai une demande de brevet. Voilà, ouais. Alors, même si le brevet n'est pas émis, le 2-3 ans n'est pas fait, on a quand même une notice à nos compétiteurs qu'on peut mettre sur nos produits. Oui. Même si mon produit a une durée de vie de 2 ans, mais voici, j'ai demandé un brevet, tu n'es pas censé le faire. Si tu fais quelque chose, j'ai des droits. Exact, ouais. C'est bien ça. Mais pour les entrepreneurs qui démarrent, est-ce qu'il y a des programmes qui leur sont destinés pour les y accompagner dans la démarche de brevet? Oui. Alors, il y a un nouveau programme lancé l'été passé par le gouvernement du Québec. Alors, une entreprise québécoise qui veut avoir son premier brevet ou son premier dessin industriel peut aller chercher une aide financière. Le gouvernement va payer jusqu'à la moitié des frais, jusqu'à concurrence de 25 000 ce qui est amplement suffisant pour avoir un brevet au Canada et même suffisant pour aller chercher un brevet au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est une très bonne aide. Le programme est large, c'est-à-dire que si vous voulez une opinion, savoir est-ce que vous avez droit à votre brevet, est-ce que vous allez avoir droit à votre dessin industriel, ça couvre ça. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin d'une consultation, ça couvre ça. L'écriture de la demande, la poursuite de la demande, tout ça peut passer dans ce programme-là. Et ça vous permet vraiment à un entrepreneur qui veut se lancer dans l'aventure de la propriété intellectuelle d'aller chercher l'aide qu'il a besoin. Et la moitié des coûts va être défrayée par le gouvernement. Le programme s'appelle le programme Premier Brevet du gouvernement du Québec. On va le trouver sur le site web du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Environnement, je crois. MEIE. MEIE, quelque chose comme ça. Il me semble que le dernier E est pour environnement. Alors, très bon programme. Vous avez besoin de travailler un peu en collaboration avec nous, avec votre conseiller en propriété intellectuelle, pour faire votre demande, parce qu'on va vous demander un budget. Donc, on s'en parle avec vous, on peut vous aider. Donc, j'ai déjà fait pour différents clients là, de présenter la demande au gouvernement. Et le critère, c'est vraiment simplement que ce soit votre premier brevet ou votre premier dessin industriel. Ça, c'est la seule condition. Est-ce qu'il y a d'autres conditions? À mon souvenir, à part du fait qu'il faut être, il faut être une compagnie québécoise, il faut avoir développé la technologie nous-mêmes. Donc, on ne peut pas avoir acheté l'idée de quelqu'un d'autre, si on veut, et obtenir un financement pour le breveter, par exemple. Ah, c'est génial, ça. Mais, chères auditrices et chers auditeurs, restez avec nous. Nous allons faire une courte pause musicale et on va retrouver Isabelle pour la troisième partie de l'émission. Merci, à tout à l'heure. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Vous êtes toujours sur parcoursdentrepreneur.com, diffusé à la radio Afro-Créole. Et nous sommes toujours avec notre invitée, Madame Isabelle Pelletier, qui est agente de brevet au cabinet Goudreau-Gage du Buc. Alors Isabelle, tu nous as vraiment gavé d'informations, des informations très, 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 très utiles. Tu sais que les bonnes choses ne durent pas. Voilà, on s'achemine vers la fin. Mais finalement, en synthèse, que doit-on retenir de tout ce qui est propriété intellectuelle? Bien, en synthèse, là, si j'ai un mot à vous dire à la fin, c'est que peu importe votre entreprise, il va y avoir des problématiques de propriété intellectuelle. Vous pouvez les ignorer à vos risques et périls, ou ce que je vous conseille, c'est simplement d'en avoir conscience. Exact. Ouais. Je ne suis pas en train de vous dire que dans tous les cas, ça vous prend une marque, un brevet, un dessin. Je suis juste en train de vous dire que dans tous les cas, vous devriez avoir conscience qu'il y a la propriété intellectuelle d'impliquer. Et si vous décidez que ce n'est pas approprié pour vous, ce n'est pas approprié, c'est OK. Mais il faut s'être posé la question, plutôt que de voyager sur le pilote automatique et puis peut-être d'arriver avec des situations regrettables. C'est un peu normal pour vous, un jeune entrepreneur ou
même un plus vieil entrepreneur, d'être confus entre un brevet, une marque, un dessin. Les propriétés intellectuelles, c'est un domaine du droit qui est assez complexe, c'est un monde en lui-même. Aujourd'hui, j'ai voulu plus éveiller vos esprits, vous donner des exemples pour que vous voyez comment ça peut s'imbriquer dans votre vie d'entrepreneur. Tout à fait. Ma recommandation, c'est que simplement d'aller voir un conseiller à un moment que vous trouvez approprié, puis de discuter avec lui. Voici mon plan d'entreprise, voici ce qu'on fait. Je pense que j'ai mis beaucoup d'argent à développer ma réputation ou mon produit ou le design de mon produit ou son fonctionnement, et puis, ou mon manuel, peu importe. Et puis là, ça, je ne voudrais pas qu'on me copie ça, je ne voudrais pas qu'on me vole ça. Et là, votre conseiller va vous dire, bon, ben, voici la propriété intellectuelle, voici comment ça peut te servir. Et après ça, ils vont prendre une décision. Si je veux le faire, je ne veux pas le faire, comment ça coûte, etc. Parce que la propriété intellectuelle est aussi un investissement. Okay? Et on veut un retour sur nos investissements, toujours. Ce qui est normal. Ouais. Dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, avec toutes les données, avec toutes les informations, on prend une décision éclairée, plutôt que de se laisser guider par des mythes ou simplement de voyager sur le pilote automatique. Alors, c'est évidemment ce que nous, chez Goudreau Gage Dubuc, on peut faire. On est un groupe d'une quinzaine d'agents de marque de brevets et de commerce. Et d'avocats. On est spécialisé là-dedans. Si vous arrivez chez nous, on va vous démêler entre les brevets, les marques, les dessins, etc. Et vraiment vous faire comprendre, voici ce que vous pouvez faire et voici combien ça peut vous coûter. Et voici ce que vous pensez pouvoir. Alors, puis vous avez quand même un gros bagage d'expérience. Ça fait 55 ans que vous existez quand même. C'est pas 55 ans, c'est pas un an là. Hein? Non, effectivement, un demi-siècle déjà qu'on existe. Évidemment, moi ça fait 10 ans que je suis là maintenant, donc. Comme on dit, je suis sur l'épaule des géants qui sont venus avant moi. Exact, donc, on continue à bâtir notre cabinet. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter notre site web, www.ggd.com. Alors, c'est nos initiales. On est Goudreau Gage Dubuc, donc ggd.com. Et vous allez pouvoir voir tous nos professionnels, vous allez pouvoir voir leur biographie. Si vous cherchez un ingénieur électrique, il y en a un. Si vous cherchez une chimiste comme moi, il y en a une. Et si vous cherchez un agent de commerce, il y a ça. Et puis, toute invention, toute innovation va trouver un spécialiste chez nous, va avoir un spécialiste chez nous qui peut s'en occuper. Et puis, pour ceux dont c'est le premier brevet, ils peuvent faire une demande au niveau du programme premier brevet. Hein? Exactement. Alors, programme premier brevet par lequel le gouvernement va payer jusqu'à la moitié de vos frais pour obtenir pour votre entreprise un brevet ou un dessin. Alors, il s'agit d'être une entreprise québécoise, d'avoir développé soi-même la technologie en question. Et là, le gouvernement peut vous donner jusqu'à 25 000 $. Excellent. Alors, Isabelle, est-ce que tu as un dernier mot, un message à faire passer à nos auditrices et auditeurs? Oh, eh bien, je dirais vraiment, ayez conscience de la propriété intellectuelle. Prenez vos informations et prenez vos décisions en toute connaissance de cause. Simplement. OK. Mais en tout cas, merci infiniment, Isabelle, d'avoir pris le temps de nous recevoir. Ça me fait très plaisir. Le plaisir, en tout cas, partagé. Vraiment, tu nous as vraiment nourri d'informations, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors, ce sera avec un grand plaisir de te retrouver au cours d'une autre émission, hein, peut-être télévisée. On verra. OK.
Alors, chères auditrices et chers auditeurs, nous étions donc avec Madame Isabelle Pelletier, qui, je rappelle, est agente de brevet chez GGD Goudreau-Gage du Buc, le cabinet Goudreau-Gage du Buc. N'oubliez pas d'aller sur leur site internet www.ggd.com. Donc voilà. Alors, nous allons faire une page musicale et je vais vous retrouver pour la suite de l'émission. À tout à l'heure. Merci beaucoup.